Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se servir d'un tableur. Alors un tableur, c'est un logiciel qui permet de gérer des données dans un tableau, comme son nom le suggère. Et ces logiciels sont relativement efficaces, même si les données sont en très grand nombre. Alors, ils permettent également de tracer des graphiques, et à ce titre, on les appelle parfois les tableurs graffeurs. Alors, il en existe un certain nombre, mais les 4 principaux qui sont disponibles actuellement sont ceux qui sont présentés ici. Alors d'ailleurs, le code couleur pour ces logiciels tableurs est visiblement le vert pour tout le monde. Donc vous avez le choix entre 4 nuances de vert ici que je vais détailler. Alors le tableur qui a été historiquement le plus utilisé, c'est celui de Microsoft qui s'appelle Excel et qui a l'avantage de proposer les fonctionnalités les plus avancées par rapport aux autres logiciels. En revanche, son inconvénient majeur, c'est qu'il est payant et même assez onéreux au sein de la suite Microsoft 365. Le deuxième tableur disponible, c'est celui d'Apple qui s'appelle Numbers et qui est installé automatiquement sur les systèmes d'exploitation macOS de base sur les ordinateurs Mac. Donc son avantage est sa gratuité, également son aspect esthétique. Son inconvénient est qu'il ne dispose pas forcément d'autant de fonctionnalités poussées que Excel. Un troisième tableur disponible, c'est LibreOffice Calc. Alors LibreOffice est une suite bureautique libre, c'est-à-dire qu'elle est gratuite et gérée par une communauté de développeurs indépendants. Alors elle a l'avantage d'être gratuite et mise à jour très régulièrement par ses développeurs. Alors c'est une suite complète qui comporte un traitement de texte, une présentation notamment, et le tableur dans cette suite se nomme Calc. Alors pendant des années, il y a eu 2 suites libres qui ont été développées pour la bureautique, à savoir LibreOffice et OpenOffice. Actuellement, OpenOffice est en perte de vitesse et un peu moins bien soutenu par les développeurs, donc je conseille plutôt d'utiliser la suite LibreOffice, qui est celle qui tend à s'imposer actuellement. Un dernier tableur disponible, le dernier qui a été développé sur les 4, c'est Google Sheets. Alors il est également gratuit, il suffit d'avoir un compte Google et il s'utilise en ligne dans un navigateur internet, de préférence Chrome pour que ça soit bien compatible avec les outils Google. Il a l'avantage également, comme il est directement en ligne, de permettre une collaboration entre plusieurs utilisateurs en simultané sur le même fichier. Alors, les autres tableurs commencent à proposer aussi ce genre de fonctionnalité de collaboration, mais elle est la plus efficace sur Google Sheets. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les fonctionnalités de 2 de ces 4 tableurs, à savoir Excel et Sheets. Les 2 autres ont des fonctionnalités analogues et en cherchant un petit peu, il est relativement facile de les trouver. Je parlerai de 3 grandes fonctions de ces logiciels. La première est l'utilisation de formules dans les cases appelées cellules et qui permettent de faire des calculs relativement simplement et assez efficacement si on a beaucoup de données. Le deuxième aspect sera la construction de graphiques et en l'occurrence ici je me focaliserai sur les graphiques nuages de points qui permettent, et ce sera le troisième point, de faire des régressions ou courbes de tendance et qui permettent du coup de modéliser mathématiquement des relations entre plusieurs grandeurs. Alors je n'aborderai pas ces 3 aspects forcément de façon chronologique, mais ils seront traités pour ces 2 tableurs de gauche. Alors commençons par Excel. Donc voici une page typique d'Excel. Alors je précise que je vais montrer les fonctionnalités de ces logiciels dans la version 2020, sachant qu'il y a régulièrement des mises à jour et que les versions peuvent différer un petit peu l'une de l'autre. Donc vous n'aurez pas forcément exactement la même présentation sur vos logiciels, mais pour les grandes fonctions, il n'y aura quand même pas trop de différence et vous pourrez adapter les choses. Également entre les versions Mac et Windows, parfois il existe des différences minimes, mais en général on s'y retrouve assez bien. Alors, un fichier Excel est organisé parfois en plusieurs feuilles qui sont gérées ici. Alors si vous voulez rajouter des feuilles
à la suite, vous pouvez cliquer sur l'icône nouvelle feuille ici, et vous pourrez gérer des jeux de données distincts dans plusieurs feuilles distinctes. Ici, j'en ai qu'une que j'ai appelée SMND pour la méthode que je vais illustrer ici. Alors, plutôt que de me baser sur un exemple théorique et inventé, je vais utiliser des données réelles, concrètes, issues des sciences de la Terre. Ici, par exemple, mon but, c'est de dater des roches grâce à une méthode de radiochronologie qui fait appel à deux éléments de catégorie d'isotopes, le samarium et le néodyme. Alors ici, sont présentés dans deux tableaux distincts des mesures qui ont été faites sur des isotopes au niveau de roches qu'on trouve au Groenland, les glaces d'Issois, et au niveau d'un échantillon lunaire qui a été ramené par la mission américaine Apollo 16. Grâce à ces données, si on trace les points dans un graphique et si on modélise leur relation par une droite, on peut, grâce à la droite, estimer leur âge. C'est le but de la manipulation et ça va faire intervenir les différentes fonctionnalités que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors commençons par tracer un graphique. Je vais commencer par les glaces d'Issois. Donc pour tracer un graphique, il suffit de sélectionner les cellules qui m'intéressent. Ici, c'est les mesures, ici. Et soit d'aller dans Insertion tout en haut et Graphique. Je peux sélectionner le type de graphique ici. Sinon, directement dans le bandeau Insertion, on peut insérer un certain nombre de choses, des formes, etc. Mais il y a une partie dédiée au graphique qui est celle-ci. Alors je peux dès à présent choisir le type de graphique qui m'intéresse. Quand on regarde les relations entre des séries de mesures, il faut utiliser le type nuage de points, parfois encore appelé XY dispersion. Et surtout ne pas utiliser courbe parce que ça ne présente pas les mêmes fonctions que nuage de points et ça peut conduire à des problèmes ou à des impasses. Donc ici je choisis nuage de points, alors j'ai plusieurs sous-catégories disponibles, seulement du point de vue de l'esthétique je dirais. Donc je peux afficher que les points plus des courbes, lissées ou non, ou que les courbes sans les points, etc. Alors ici, je vais garder que les points, parce que justement, tout à l'heure, j'ajouterai une courbe de tendance qui tiendra lieu de courbe. Je peux déplacer le graphique dans la feuille, et je peux le redimensionner si je le souhaite. Je peux également l'insérer dans une feuille à part. Ici, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'aimerais bien voir à la fois les données et le graphique sur le même écran. Voilà, donc ici, je vois que j'ai les points qui correspondent à ces mesures-là qui sont affichés. Alors, si je veux rajouter les données, par exemple, de l'échantillon lunaire, il va falloir faire une manipulation pour ajouter ces données dans le même graphique. Parce que si je sélectionne les données et que je clique sur insérer un graphique, ça va me faire un deuxième graphique. Comme celui-ci. Mais si je veux dans le même graphique, il faut passer par la gestion des données du premier graphique. Donc en cliquant sur le graphique, on peut avoir accès aux différentes fonctionnalités par deux moyens. Le premier moyen, c'est l'apparition en haut du bandeau création de graphique et mise en forme qui offre plusieurs options pour contrôler les éléments du graphique. Deuxième option, c'est sur la droite des fonctions qui dépendent de ce sur quoi j'ai cliqué apparaissent. Par exemple, si je clique sur le titre, j'ai des options de mise en forme du titre. Si je clique sur le quadrillage, j'ai des options sur le quadrillage. Donc c'est adapté à ce sur quoi je clique. Alors, je clique sur le graphique sans éléments précis et je vais aller dans création de graphique en haut. Et ici, j'ai plusieurs options. Pour rajouter des données indépendantes des premières, il faut aller dans sélectionner des données ici. Et les données actuelles apparaissent ici. Alors par exemple, les références des cellules qui ont été utilisées sont ici. Donc mes abscisses valeur X, c'est bien C4 à C8. Et mes ordonnées, c'est bien ici, D4 à D8. Alors le nom ne me convient pas trop ici d'ailleurs. Donc je vais donner un nom plus explicite, sachant que ce sont les mesures réalisées sur les premières roches, qui sont appelées les gneiss d'Issois. Je tape ce nom de la série. Alors c'est relativement important de mettre un nom clair ici, parce que quand on va rajouter la légende, les noms affichés dans la légende se basent sur les noms qui sont écrits ici. Voilà.
et c'est mis à jour automatiquement. Alors si je veux rajouter une série, il faut que j'appuie sur le bouton plus. D'ailleurs si je veux en supprimer, hein, c'est évidemment le bouton moins. Et ici je vais rajouter la deuxième série en lien avec les mesures faites sur la brèche lunaire rapportée par la mission Apollo. Pour les valeurs X, je peux les taper manuellement en fonction des noms des cellules, chiffres et lettres, mais c'est assez laborieux. Le mieux est de cliquer sur l'icône ici, de sélectionner directement. Donc ici, je sélectionne les valeurs SM sur ND, j'appuie sur Entrée, et pour Y, je fais la même chose, je clique sur l'icône ici pour la sélection directe, je valide avec Entrée, et voilà, j'ai mes deux séries. Si je mets OK, je vois que j'ai deux séries de points avec deux couleurs différentes correspondant aux deux roches. Voilà pour la gestion des séries. Ensuite, si je veux rajouter des éléments à ce graphique, et il en manque un certain nombre ici, il va falloir aller tout à gauche du bandeau, ajouter des éléments. Alors, en premier lieu, le titre du graphique n'est pas présent, donc je vais rajouter un titre. Je peux le mettre au-dessus, c'est relativement bien. Je tape un titre du graphique, par exemple datation. Radio chronologique de roche par le couple radioactif samarium-néodyme. Si je veux modifier l'aspect de ce titre, je le sélectionne et je peux aller dans Accueil et comme n'importe quel texte du fichier, je peux appliquer les changements sur la police, sur sa taille, sur les différentes options de police. Donc ici par exemple je vais le mettre en gras et souligné. Voilà. Ensuite il faut que je rajoute des titres aux axes. Puisque là les axes sont obscurs, on ne sait pas de ce dont il s'agit, si on regarde uniquement le graphique. Donc il faut absolument rajouter les titres des axes. Donc je reviens sur cette icône à gauche et je vais rajouter titre des axes. Ici je vais mettre ce que signifie l'axe des abscisses, en l'occurrence c'est le samarium sur le néodyme. Je peux déplacer ce nom de l'axe où je veux, par exemple je vais le mettre tout à droite, et je peux également modifier son aspect, comme tout à l'heure, je vais mettre en gras un peu plus gros. Voilà. Pour l'axe des ordonnées, c'est pareil, je vais rajouter l'axe ici. En général, de base, le nom de cet axe vertical s'écrit verticalement lui aussi. On peut changer ces options avec les options qui sont à droite. Alors ici, c'est donc le rapport 143 néodyme sur 144 néodyme. Alors peu importe la science qui est derrière ces rapports, ce qui m'intéresse, c'est de tracer la droite qui relie tous ces points dans le graphique. Ici, je mets les mêmes caractères de police que tout à l'heure pour être cohérent. Et je vais mettre ce... Non, un petit peu moins. Non, c'est bon. Et je vais mettre ce titre d'axe tout en haut. Voilà. Je vais peut-être diminuer un petit peu la taille ici. À 11. Et ici, je vais mettre à 11 également. Pour que ce soit la même taille. Voilà. Ensuite, si on regarde ces axes, les graduations sont un petit peu bizarres et pas forcément adaptées aussi à la distribution des points. Donc il va falloir que je change ceci. Alors pour avoir accès aux options des axes, deux options, on peut cliquer sur le graphique, revenir sur cette icône de gauche, aller dans Axe, et puis là, Autre option. Et là, à droite, s'affichent les options de l'axe. Sinon, en cliquant directement sur l'axe dans le graphique, j'ai les options de l'axe en lien avec l'axe que j'ai cliqué, sachant que les deux options des deux axes sont indépendantes. Alors je peux modifier le texte, l'aspect des chiffres ou nombres ou textes qui sont affichés ici, également aussi des options plus fondamentales de l'axe.
Alors pour ces options plus fondamentales, il faut que j'aille ici, dans Options d'axe. Alors je peux définir le minimum et le maximum. Alors le problème c'est que là, c'est pas très lisible puisque j'ai que des zéros, donc c'est déjà certainement un problème de style d'étiquette d'axe. Effectivement, catégorie, ici c'est personnalisé, c'est pas très adapté, c'est des nombres. Alors là, il affiche des nombres, mais le problème c'est qu'on a mis 0 décimal, donc comme les abscisses sont toujours 0, quelque chose, j'ai des zéros partout. Donc pour que ça soit suffisamment précis, vous voyez qu'il faut que j'aille au moins à 2 décimales. Donc je vais mettre 2 ici. Entrée, et là, la graduation de l'axe des abscisses devient plus cohérente. Vous voyez que ça commence à peu près à 0,09, pardon. Donc ça sert à rien que je commence à 0, parce que j'ai toute cette portion du graphique qui m'est inutile. Donc je peux modifier ceci avec les options d'axe, et par exemple je vais faire démarrer à 0,08. Dans ce cas, mes points prennent plus de place dans le graphique et c'est plus précis. Je peux également modifier la police, etc. de ces graduations. Je peux le mettre en gras, je peux modifier la police, comme pour le reste. Je vais faire les mêmes modifications sur l'axe des ordonnées. Donc ici, en nombre, là vous voyez qu'il y a trop de décimales. Il faudrait que je m'arrête à 3 décimales. Ah non, même 4. Donc je vais mettre 4 décimales, parce que c'est des chiffres assez précis. Voilà, c'est plus clair. Je vais le mettre aussi en gras. Je vais garder la même police pour tout. Voilà, et je ne change pas le minimum et le maximum, puisque vous voyez que les choix automatiques du logiciel sont relativement adaptés à la distribution des points. Voilà, donc là je commence à avoir un graphique correct. Je peux modifier, si je le souhaite, le fond du graphique pour mieux apercevoir les courbes, par exemple. Je peux mettre du gris clair, si j'ai envie. Alors en mettant le gris clair, celui-là, ça a masqué le quadrillage puisqu'il était de la même couleur, donc il faut vraiment un gris très clair, ou alors on peut modifier aussi la couleur du quadrillage. Voilà. Alors ensuite, si je veux tracer les droites qui passent par ces points, mais pas simplement en reliant ces points, en traçant la meilleure des droites possibles qui se rapproche le plus de tous ces points, il va falloir utiliser des régressions. Et en général, dans les tableurs, ça s'appelle des courbes de tendance. Alors, elles sont indépendantes pour chaque série. Je vais tracer une droite pour les points bleus et une droite pour les points rouges. Alors, je sélectionne les points bleus et je peux aller dans Création graphique, ajouter un élément, et ici, courbe de tendance. J'ai également accès à cette fonctionnalité en faisant un clic droit, et ici, je peux ajouter une courbe de tendance. Alors, je l'ajoute, et ici, j'ai plusieurs options. Je peux choisir le type de régression. Alors ici, si je veux une droite, c'est une régression linéaire, mais si j'ai des courbes qui ne sont pas des fonctions, qui ne sont pas les courbes de fonctions affines, mais de fonctions polynomiales ou logarithmiques, etc., je peux choisir la meilleure des régressions pour mon cas. Ensuite, je peux choisir son nom. Alors, par exemple, ici, je vais l'appeler droite isochrone, puisque c'est le nom des droites qu'on obtient dans les méthodes radiochronologiques, droite isochrone pour les gneiss d'Issoin. Je peux afficher l'équation sur le graphique. Ça m'intéresse puisque je vais pouvoir en déduire le coefficient directeur. Je peux également afficher le coefficient de détermination ou de corrélation, R carré. Alors c'est un chiffre qui donne la validité de la régression. Et au plus ce chiffre est proche de 1, au meilleur est la régression. Donc par exemple ici j'ai un R carré de 0,998. On peut considérer que le fait de modéliser l'évolution des points sur ce graphique par une droite, c'est une très bonne approximation. En général, quand c'est supérieur à 0,99, c'est très bon. Voilà. Ensuite, si je veux prolonger
cette droite de tendance en dehors des points. Vous voyez que par exemple ici, je pourrais la prolonger jusqu'à l'axe des ordonnées et éventuellement un peu plus à droite parce que j'ai d'autres points de l'autre série. Je peux le faire avec les prévisions. Donc par exemple, si je fais une prévision ici à moins 0,02, je vais aller en arrière un peu plus. Et puis ici, je vais aller jusqu'à 0,28. Sachant que là, je suis à 0,18 à peu près. Je vais faire une prévision de 0. Ah non, pardon, c'est l'inverse. 0,1 en avant et 0,02 en arrière. Voilà. Et là, la droite, je vais même peut-être aller un peu trop loin. Je vais faire 0,09. Voilà. La droite de régression est étirée comme ceci. Je peux modifier son aspect, notamment sa couleur. Bon, je vais garder la même couleur ici que les points. Et je peux modifier les tiretés, par exemple. Si je veux d'autres tirées, je peux la mettre comme ceci. L'équation de la droite, je peux l'afficher où je veux. Je vais faire le même travail avec les autres séries. Linéaires. Je vais modifier l'aspect. Je vais mettre des mêmes tirés. Et dans les options, je vais également afficher l'équation et le coefficient. Donc on voit ici que la régression linéaire est également très valable, puisque j'ai un R2 qui est supérieur à 0,99 et j'ai les paramètres. Ensuite, il me manque la légende dans ce graphique. Alors pour ajouter la légende, je fais ajouter légende et je la mets n'importe où, sachant qu'ensuite je peux la déplacer. Donc je vais la déplacer à l'intérieur du graphique pour ne pas le réduire trop. Je vais remettre la taille initiale du graphique. Et par exemple, sur la gauche, en haut à gauche, ici, j'ai assez de place pour mettre la légende, donc je vais la mettre ici. Je peux choisir un fond pour cette légende. Voilà, je prends un gris, même je borne un fond blanc, voilà. Et je peux modifier aussi l'aspect avec les mêmes options que tout à l'heure sur la police. Peut-être un peu plus bas, voilà. Ici, on voit que je n'ai pas modifié le nom de la courbe de tendance pour la deuxième droite. Donc, je vais pouvoir le modifier ici en mettant droite isochrone pour l'échantillon lunaire ou la brèche lunaire. Voilà. Alors, vous voyez que si j'ai déplacé les légendes des courbes de tendance, j'ai peut-être oublié qui est qui. Alors, en regardant un peu les valeurs, je peux déterminer, je peux retrouver laquelle va avec quelle droite, mais je peux également les mettre en couleur pour ne pas me tromper. Alors, comme ici, j'ai utilisé la couleur verte, par exemple, pour les roches des gneiss, enfin les roches du Groenland, les gneiss d'Issois, je peux de la même façon utiliser le vert ici, dans mon graphique, pour que ça soit bien en correspondance. Donc ici, j'ai la série en bleu qui est gneiss d'Issois. Je vais modifier l'aspect pour que, grâce aux couleurs, je m'y retrouve mieux. Alors, je vais choisir un vert, qui est le même que là-haut. Voilà, pour la courbe de tendance. Je peux modifier aussi les marques en cliquant sur la série. Donc là, il faut cliquer sur les points et pas sur la droite. Alors c'est un peu délicat vu la proximité de
ces points, donc je vais un peu zoomer. Voilà, là j'ai sélectionné les points et je vais modifier la marque. Par exemple, je peux modifier sa couleur, je vais mettre le même vert, à peu près. Je peux modifier aussi sa forme. Si je veux par exemple des losanges à la place de rond, je peux mettre losange. Alors ça peut être utile si on imprime et si on ne voit pas les couleurs. Du coup, si on choisit des motifs différents, ils seront visibles même si c'est en noir et blanc. Je vais le mettre un peu plus gros pour mieux les voir. Par exemple, taille 10. Je vais faire la même chose avec la brèche lunaire, sachant que j'ai choisi tout à l'heure la couleur bleue. Donc je vais tout mettre en bleu ici. La marque, je vais laisser des ronds par exemple, mais je vais simplement augmenter la taille. Voilà. Et je vais les mettre également en bleu. Non, c'était déjà en bleu, pardon. Je vais les mettre sans bordure. Donc il y a plusieurs options esthétiques, on va dire. Donc pour la bordure, c'est ici, aucun trait. Alors j'ai enlevé la bordure aussi de cela. Et je vais mettre la courbe de tendance en bleu. Pour que ce soit cohérent avec le reste. Voilà. Alors je vais dézoomer. Voilà, ici j'ai un graphique qui est complet. J'ai ce que représentent les axes, j'ai une graduation adaptée, j'ai les points, j'ai les courbes de tendance, j'ai la légende. Il me reste simplement à peut-être modifier l'affichage de l'équation des courbes de tendance pour tirer les meilleurs coefficients directeurs et ensuite finaliser le travail. Alors, pour avoir ces options-là, je double-clique et là j'ai format de l'étiquette de la courbe de tendance. Alors ici, c'est celle qui correspond au coefficient directeur le moins élevé, 0,024. Ici, on a 0,029. Donc, c'est la courbe verte, à savoir les gneiss d'Issua. Donc, je vais mettre tout ça en vert pour mieux m'y retrouver. Donc, option de texte, je mets le texte en vert. Voilà. Je peux modifier aussi son aspect ici pour que ce soit plus visible. Voilà. Et ce que je peux faire aussi, c'est modifier le nombre de décimales qui sont affichées ici. Alors pour faire ça, c'est dans Options d'étiquette, et ici, Format. Au lieu de mettre Général, je peux mettre Nombre, et je peux choisir le nombre de décimales. Vous voyez que là, c'était 2 de base, donc il a enlevé des décimales. Pour être suffisamment précis, ici, je vais imposer 5 décimales, de manière à ce que j'ai un coefficient directeur suffisamment précis. Je fais le même travail avec la deuxième droite. Donc je vais prendre Nombre, je vais en prendre 5 aussi, et je vais mettre en bleu. Et je vais augmenter la police pour que ce soit bien visible. Ah, le nombre décimal n'a pas été pris en compte. J'en veux 5. Voilà. Voilà, ici maintenant j'ai un graphique véritablement complet avec les équations des courbes de tendance sous forme de droite qui correspondent du coup aux droites isochrones ici. Alors si je veux calculer l'âge maintenant de ces roches à partir des coefficients directeurs des droites, je vais reporter les coefficients directeurs ici. Donc par exemple les gneiss d'Issua, c'est ce qui est en vert ici, donc c'est 0,02464. Entrée, et pour l'autre c'est 0,02926. Voilà, alors si je sais que pour calculer l'âge, il faut utiliser une formule mathématique qui est donnée ici par exemple, je peux faire le calcul directement dans le tableur.
un tableur permet de faire autant de calculs qu'une calculatrice. Pour faire ces calculs, il faut utiliser des formules, et ces formules commencent par égal. Par exemple, si je me mets ici et que je fais égal 10 moins 4, entrée, ça me donne le résultat du calcul, c'est 6. Alors évidemment, ce n'est pas l'âge qu'on veut ici, on veut faire le calcul fonction logarithme, qui est une fonction mathématique disponible dans tous les tableurs, de la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur ici, plus 1 divisé par lambda. Lambda étant une constante radioactive qui est ici donnée directement sous forme de chiffre. Exposant moins 12 signifiant fois 10 exposant moins 12. Donc il nous suffit de reprendre cette formule et de la rentrer ici dans la case. Alors je vais prendre égal. Si je tape ln, il va reconnaître la fonction ln ici, il me la propose, je clique dessus. Ça ouvre la parenthèse et je peux continuer. La pente, c'est du coup ce coefficient directeur. Alors plutôt que de taper le chiffre, je vais faire une référence à cette case, à cette cellule, de manière à ce que si jamais la valeur change ici, le calcul ne sera automatiquement mis à jour. Alors je peux écrire directement B12, ou sinon je clique dessus et le clic fait apparaître la cellule ici. Ensuite je continue ma formule, plus 1, et là il faut que je divise par la valeur qui est là. Je fais entrer. Et voici l'âge. Alors simplement, je voulais un âge en milliards d'années. Ici, l'âge qui m'est donné est en années, tout simplement. Alors, bon, on remarque que c'est x 10 puissance 9, donc c'est directement l'âge en milliards d'années ici finalement. Mais si je veux simplement en milliards d'années, il faut aussi que je redivise par finalement 10 puissance 9. Donc je fais diviser par 10 puissance 9. Alors, dans les tableurs, notamment Excel, pour utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, puissance quelque chose, on tape simplement E9. Voilà, et ici, il affiche le résultat. Alors, pourquoi il affiche E quelque chose? Parce que j'avais choisi un format scientifique, mais maintenant, je peux choisir tout simplement un format nombre, et on voit qu'il affiche l'âge. Je peux contrôler aussi le nombre de décimales que je souhaite obtenir dans le résultat avec ces touches ici. Donc je vais prendre 2 décimales, ça me paraît adapté à notre sujet. Si je veux calculer l'âge pour la deuxième roche, ici en l'occurrence l'échantillon lunaire, je ne vais pas recopier la formule, je vais simplement étirer la formule que j'ai tapée ici dans la deuxième case. Donc je vais l'étirer. Alors, on voit qu'il y a un changement qui s'est opéré, mais on voit qu'il y a un problème. Alors pourquoi il y a un problème? Parce que tout à l'heure dans la formule, j'ai dit à l'ordinateur d'utiliser B12 comme valeur, mais ensuite j'ai divisé par H11 qui est la valeur de lambda. Sauf que cette valeur est fixe. Et elle doit être la même pour tous les calculs. Donc quand je descends d'une case, l'ordinateur va descendre d'une case ici et va prendre du coup la valeur du coefficient directeur pour la brèche, mais il va aussi descendre d'une case ici, et là, ici il n'y a rien. Donc pour dire à l'ordinateur qu'en fait cette référence doit être fixe, il doit prendre pour toutes les formules la valeur de cette cellule sans se déplacer, il faut que j'utilise des dollars ici. Donc à la place de H11, je vais taper $H $11, et ça c'est une référence absolue, il ne va pas changer de case, de cellule, il va garder la valeur qui sera uniquement dans cette cellule. Et là si je refais la manipulation, on voit que l'âge se calcule correctement. J'ai obtenu du coup, avec cette méthode, un âge de 3 milliards 7 pour les gneiss d'Issua, ce qui est déjà assez vieux, hein, pour une roche terrestre, et puis l'échantillon lunaire, il a été daté à 4,4 milliards d'années. Voilà comment un tableur peut nous permettre de conduire à terme ce genre de méthode. Alors je vais passer à Google Sheets avec un deuxième exemple traité ici pour illustrer les fonctionnalités et qui vient aussi des sciences de la Terre. Ici, je prends l'exemple d'alignement de volcans qu'on trouve à la surface de la Terre
et qui ont été créés par des points chauds. Par exemple, un des plus connus d'entre eux, c'est les alignements des volcans d'Hawaï, qu'on voit ici sur Google Earth. Ici, c'est le volcan actif aujourd'hui, l'île principale d'Hawaï. Mais on voit qu'il y a toute une série d'îles volcaniques qui ont subi l'érosion au cours du temps, qui sont alignées plus ou moins sur une droite. Alors le but du jeu ici, ça va être de déterminer la vitesse de déplacement de la plaque, parce que le modèle, c'est en fait que la plaque tectonique se déplace à l'aplomb d'une remontée de roches qui créent des magmas, et du coup, c'est pour ça que les volcans sont alignés, parce que finalement la plaque se déplace au-dessus d'une remontée de matériel chaud. Donc je vais essayer de placer des points dans un graphique, de faire une régression pour déterminer la vitesse de déplacement de la plaque. Alors mon jeu de données ici, c'est des mesures qui ont pu être faites par exemple sur Google Earth, de distance de différentes îles volcaniques par rapport à un point chaud, et également des âges en millions d'années. Ces âges ayant été déterminés par radiochronologie, comme ce qu'on vient de faire dans Excel. Alors, pour tracer un graphique dans Google Sheets, c'est le même principe. Il suffit de sélectionner les données et de faire insertion graphique, où le raccourci en icône est ici, insérer un graphique. Voilà, donc je mets le graphique ici pour l'instant. Alors le problème de Google Sheets, c'est que si je veux rajouter une série de données, je n'ai pas la même possibilité que celle montrée tout à l'heure dans Excel. Je ne peux pas rajouter des données, une série, et sélectionner d'autres cellules dans la feuille. Alors du coup, il faut s'arranger un petit peu pour essayer de tracer plusieurs séries dans un même graphique. Comment faire? En fait, il faut regrouper les abscisses dans une même colonne ou ligne, ça dépend comment s'organiser les données, et ensuite traiter séparément les deux ordonnées. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais prendre l'âge des volcans qui ont été datés au niveau des archipels de la Société, ce qui correspond aux îles autour de Tahiti, dans la Polynésie française, et je vais reporter ces âges ici. Je fais un copier-coller. Je vais mettre les âges des volcans d'Hawaï à la suite. Donc ça va être l'abscisse de mon graphique, les âges des volcans qui ont été déterminés. Le tout dans une même colonne. Ensuite, je vais mettre les ordonnées. Donc ici, ça va être les ordonnées pour les volcans de l'archipel de la Société, dans la Polynésie française. Et je vais mettre dans une autre colonne les distances des volcans au volcan actif, au point chaud actuel. Mais je vais me décaler du coup pour que ce soit en correspondance avec les bonnes abscisses ici. Et du coup, j'ai trois colonnes, les abscisses, les premières ordonnées, les deuxièmes ordonnées. Enfin, la première série, la deuxième série. Ici, je ne remplis pas, je laisse vide, puisque je ne veux pas que, par exemple, on me trace de points pour la série Hawaï à un âge de 0,8 qui correspond à Tahiti, finalement. Donc je laisse comme ceci. Et à partir de là, je vais pouvoir tracer un graphique avec les deux séries. Donc, insérer un graphique. Alors, vous voyez que ce qui est proposé de base, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut obtenir. Alors, il va falloir configurer ce graphique dans Google Sheets. Alors, tout se passe dans Google Sheets sur la droite. C'est un peu moins complexe que dans Excel. Tout est regroupé ici. Avec deux sous-onglets, il y a configurer et il y a personnaliser. Alors, pour configurer, ça correspond aux caractéristiques principales du graphique, notamment son type. Alors encore une fois, ici, je veux un nuage de points, donc je clique ici. Et là, vous voyez qu'il a trouvé qu'il y avait deux données, deux séries de données. Donc il a tracé les deux séries en deux couleurs différentes. Je vérifie que ça correspond à ce que je veux. L'axe X qui est ici, c'est bien l'âge, et ça correspond bien du coup, à cette colonne-là. Ensuite, mes deux séries, ça correspond bien aux deux séries qui sont ici dans ces deux colonnes.
Donc ça me convient. Ensuite, si je veux, si je veux personnaliser le graphique, je peux le faire ici. Donc tout ce qui a été fait tout à l'heure dans Excel en utilisant les menus variés, ça se fait ici sur la droite dans Google Sheets. Alors le style graphique, ça je ne vais pas changer, je peux éventuellement changer l'arrière-plan si je veux à nouveau mettre du gris. Voilà. Et la bordure, si je veux mettre du gris plus foncé. Alors ça c'est l'aspect général. Ensuite je peux rajouter des titres, évidemment qui sont aussi importants que tout à l'heure. Donc par exemple le titre du graphique, je vais mettre analyse de deux alignements volcaniques. Voilà, le titre s'affiche. Alors, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure dans Excel, je ne peux pas modifier l'apparence du titre en cliquant dessus et en changeant, par exemple, la police. Parce que finalement, ça me change la police de ce qu'il y avait dans les cellules, mais pas sur le graphique. Donc, on n'a pas d'option directement accessible via le bandeau en haut. Il faut uniquement passer par les options qui sont à droite, qui sont moins nombreuses, mais qui sont en général suffisantes. Par exemple, je vais centrer le titre, je vais le mettre en gras, et puis je peux changer également sa police et la taille. La taille, je vais laisser automatique, c'est suffisamment clair. Pour les titres des axes, c'est des sous-menus ici. Je vais mettre le titre de l'axe horizontal. Donc en l'occurrence ici, l'axe horizontal c'est H des volcans. Ici, je précise l'unité. Je vais mettre en gras également. Et je vais laisser par défaut le reste. Et puis pour l'axe vertical des ordonnées, il s'agit de la distance au point chaud. Et je précise encore une fois l'unité, kilomètre. Je vais mettre en gras également. Et je peux pas vraiment modifier la position de ces titres comme je pouvais le faire tout à l'heure dans Excel. Donc on les laisse centrés ici, à moins de mettre à droite comme ça et à droite comme ça, mais on ne peut pas modifier la position du cadre. Simplement on peut mettre soit au milieu, soit à gauche, soit à droite. Alors je vais laisser comme ça pour l'axe vertical, je l'ai mis à droite pour l'axe des abscisses. Voilà, alors ensuite la légende a été mise automatiquement ici. Pour plus d'options sur la légende, ça va être dans légende. Alors vous voyez que si je clique sur un élément du graphique, les options en lien avec cet élément sont affichées sur la droite aussi. Alors pour la légende, je peux modifier sa position. Ici, je vais la laisser en haut, parce que les autres positions ne seront pas forcément meilleures. Je ne peux pas la déplacer où je veux, et notamment à l'intérieur du graphique, comme c'était possible tout à l'heure dans Excel. Par contre, ce qui s'affiche ici, distance au point chaud, c'est peu informatif, puisque ça correspond finalement à l'axe des ordonnées. Alors, je ne peux pas modifier directement ce qui est affiché dans la légende en double-cliquant. Pour modifier la légende, il me faut modifier en fait ce que j'ai mis dans les cases, ici. Et c'est le seul moyen de le faire. Donc par exemple, à la place de mettre finalement ce que ça représente cette colonne, je vais devoir modifier et dire à quelles îles s'applique cette colonne. En l'occurrence, ici, ce sera l'archipel de la société. Donc je vais mettre ici le mot société pour que la légende soit adaptée. Pareil ici, je ne vais pas mettre distance point chaud, je vais mettre Hawaï. Avec 2 i. Voilà, et ma légende est un petit peu plus adaptée que ce qu'il y avait tout à l'heure. Ce qui me reste à faire par rapport à ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, c'est rajouter les courbes de tendance. Alors pour faire ça, je peux du coup double-cliquer sur le graphique, et là, ça va être dans les options de série. Alors, je peux appliquer ça à n'importe quelle série du graphique. Je vais commencer par l'archipel de la société, que je vais mettre d'ailleurs en bleu, puisque j'avais utilisé le bleu dans le tableau. Et si je prends Hawaï, je vais mettre ça en orange comme dans mon tableau pour que
soit plus simple au niveau des couleurs. Voilà. Ici, je vais prendre à la place des cercles, des triangles, puisque ça évoque un peu plus les volcans, et je vais modifier la taille des figurés, comme j'ai pu le faire tout à l'heure dans Excel. Voilà. Alors une fois que j'ai des figurés qui sont à mon goût, je peux rajouter les courbes de tendance en cliquant ici. Quand je clique ici, la droite apparaît. Je vais peut-être la mettre dans un bleu un peu plus sombre, comme ceci. Et je vais la mettre un peu moins transparente, 80%. Voilà. Et il me faut également afficher l'équation. Alors, pour l'équation, il faut aller dans Libeller et utiliser l'équation. Donc ici, l'équation va s'afficher directement dans la légende. Contrairement à tout à l'heure Excel, où l'équation s'affichait sur le graphique et on pouvait déplacer où on voulait l'équation. Donc là, on n'a pas trop le choix, ça s'affiche dans la légende. Et en plus, on ne peut pas modifier le nombre de décimales, par exemple, qu'on veut afficher. Alors, généralement, le programme fournit un nombre de décimales adapté à notre problème, mais on n'a pas de personnalisation possible là-dessus. Voilà pour la courbe de tendance de la première série. Alors, je vais faire la même chose pour la deuxième série, les volcans en Hawaï. Je rajoute une courbe de tendance et j'utilise l'équation en haut. Si je veux afficher la valeur de R2, comme tout à l'heure, je peux également l'afficher. Donc vous voyez qu'ici c'est 0,935. C'est pas aussi bon que l'alignement de tout à l'heure, mais c'est normal puisque c'est des positions géographiques de volcans. Ce n'est pas une science aussi exacte que la géochimie de tout à l'heure. Je vais également afficher le R2 pour la société. Voilà. Ici encore 0,95, on n'est pas à 0,99, mais tout de même on est supérieur à 0,9, ça reste une approximation assez valable de l'alignement de ces volcans. Voilà, donc j'ai finalement obtenu un graphique qui me convient ici. J'ai le titre des axes, les différentes séries, et puis les droites de tendance par régression linéaire avec leurs équations. Alors du coup, les coefficients directeurs ici correspondent à des distances en fonction de temps. Donc finalement, c'est des vitesses. Ici, ça me donne la vitesse de déplacement de la plaque tectonique au niveau de l'archipel de la Société. Alors je vais rentrer cette vitesse ici, 107. Alors ici, c'est en kilomètres par million d'années. En convertissant les unités, on peut se rendre compte que c'est équivalent à des millimètres par an. Donc je ne touche pas ici, j'ai des millimètres par an. Et ici, je vois que pour Hawaï, c'est 96,9. Voilà. Alors, pour terminer, et pour illustrer aussi l'utilisation des formules dans Google Sheets, qui sont également possibles, je vais essayer de calculer l'écart relatif entre ces vitesses déduites des volcans et les vitesses de déplacement des plaques qui ont été mesurées par des systèmes GPS au niveau de ces archipels et qui sont reportés ici. Donc par exemple, si je veux l'écart relatif en pourcent de ces deux vitesses, je vais taper une formule ici. Comme tout à l'heure, je commence par égal. Et là, je peux faire appel à une fonction, par exemple valeur absolue, abs, qui du coup m'évite d'avoir des nombres négatifs. Et comme tout à l'heure, je clique sur une case, ça me met la référence, je continue mon opération, et je peux utiliser tous les opérateurs classiques. Ici, je vais diviser par exemple par la vitesse GPS, vitesse de déploiement actuelle, entrée, et j'ai le résultat. Vous voyez que le résultat contient de nombreuses décimales. Si ça ne me convient pas, si je veux contrôler les décimales, ici je peux le faire avec ces deux icônes ici. Je vais réduire à 2 décimales. Simplement ici, je voulais en pourcent, donc il faut que je fasse également à la fin fois 100. Et finalement, je me débarrasse des 2 décimales. Je garde que le chiffre entier. Comme tout à l'heure, je peux étirer la formule ici, au lieu de la recopier, je vais simplement tirer vers le bas, et ça m'est tiré. Une astuce qui est assez utile si on a un nombre de données assez important et beaucoup de lignes, plutôt que d'étirer vers le bas, on peut aussi double-cliquer sur
le petit carré en bas à droite là, pour lequel d'ailleurs le curseur change de forme une fois qu'on est dessus. Et si je double-clique, ça va m'étirer la formule automatiquement jusqu'à la dernière valeur présente dans la colonne. Voilà, donc je sais que l'écart entre les vitesses mesurées, les vitesses des volcans, sont de l'ordre de 30 à 50% ici. Voilà pour les fonctionnalités principales qu'on peut utiliser en sciences, et notamment en sciences de la Terre, sur les tableurs, avec deux des tableurs principalement utilisés aujourd'hui, Excel et Google Sheets.